je sais que pour monsieur tout le monde au Québec, c'est peut-être pas quelque chose que les gens ont suivi, mais sur les gens qui fouillent un peu plus sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que Twitter, si vous êtes sur Twitter, vous a popé cette affaire-là pendant la fin de semaine. C'est-à-dire la discussion, parce que c'est assez rare quand même que Joe Rogan, qui utilise son compte Twitter habituellement pour soit parler un peu de UFC ou encore de faire une coupe de plug pour son show sur Spotify. Mais en général, c'est pas quelqu'un qui aime aller piquer un autre puis provoquer un genre de raz-de-marée comme il y a eu ce week-end. Si je résume la patente, c'est que il y a eu le Kennedy, là, le démocrate. C'est-tu Robert Jr.? Robert. C'est Robert. Oui. Donc, Robert Kennedy, qui est un gars un peu spécial, là. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec Robert Kennedy. C'est un gars qui a été élevé avec une cuillère dorée. C'est un gars qui est dur à écouter en passant là, avec la voix qui saute. Mais, regarde, c'est ça, c'est probablement ça découle probablement d'une maladie quelconque, mais c'est un gars un peu spécial, sauf que dans les circonstances, pour les gens qui se sont fait brasser pas mal pendant la COVID et qui n'ont pas aimé comment le gouvernement nous a traités, et surtout sur je dirais que sur les liens qu'on a essayé de faire pour nous garder des maisons puis nous imposer de plus en plus de règles strictes comme on n'a jamais eu depuis qu'on est au monde, ça fait qu'on est capable d'être comme d'accord avec des gens qui habituellement ne sont pas pantoute dans notre sphère d'idées et de valeurs. Donc, Kennedy fait partie de ceux-là. Donc, Kennedy, c'est un anti-vax. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste sur la COVID ou en général, mais je pense qu'il est contre le pharmaceutique en général. C'est un gars qui s'exprime énormément sur le sujet. Puis, écoute, j'ai écouté le podcast. Il y a des bouts que je suis d'accord, il y a des bouts que je ne sais pas parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour analyser. Ça me prendrait que quelqu'un d'autre qui vienne dire le contraire ou qui remet en question des choses qui ont été... Mais le point n'est pas ça. Le point n'est pas savoir si Kennedy a raison ou pas. Moi, j'aime que les gens arrivent puis qu'ils discutent puis qu'ils donnent un point de vue qui n'est pas le point de vue de ce qu'il y a dans les médias, le consensus politique et médiatique. Ça, j'aime ça. Mais je n'ai pas tous les outils pour savoir si ce qui est dit est tout vrai ou tout faux. Mais j'aime qu'il y a des gens qui s'avancent et qui prennent des risques puis qui vont à contresens de ce qui est raconté. Puis j'aime aussi le débat que ça peut provoquer quand quelqu'un arrive avec des idées plus flyées que qu'est-ce qu'on entend. Puis encore là, comme je le dis, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est un peu secondaire dans ce cas-ci. Et là, ça fait sortir un paquet d'experts. Puis c'est vrai, il y en a un, entre autres, qui est dans la discussion, qui échange avec Joe Rogan, qui est un spécialiste de vaccins, qui est un prof émérite à Yale. Et là, lui, donne ses points, puis il dit que Kennedy, puis tout ce qui est raconté dans le podcast de Joe Rogan, c'est toute de la bullshit. C'est toutes des choses qui ont déjà été vérifiées. Et là, Joe Rogan le relance, puis lui dit « OK, parfait, ce que tu dis, j'ai pas de problème, mais je t'invite à venir débattre avec Kennedy. Et si tu viens, je donne 100 000 $ à la cause de ton choix. » Et c'est là où je commence à avoir un bug, c'est que le spécialiste qui semble... Bien sûr, c'est le spécialiste que quelqu'un va utiliser, les médias vont l'utiliser, les politiciens vont l'utiliser, ils vont se ranger derrière lui. C'est comme toujours le consensus un peu plus normal. Mais ces gens-là sont invités à débattre. Puis on l'a vu au cours des 3-4 dernières années, ces gens-là, quand on les invite à débattre, puis pourtant, ce gars-là a tous les outils pour gagner. Il est vraiment, vraiment hyper spécialisé. Il peut knocker l'autre, d'après moi, en 15 minutes. Mais il refuse l'invitation de débattre dans un podcast où il y a une liberté totale, aucune restriction de temps. Ces gens-là refusent de débattre. Est-ce que c'est ça? Je sais que tu as suivi l'histoire en fin de semaine, Yann. Est-ce que c'est ça, toi, qui t'a agacé un peu ou tu as autre chose que tu as remarqué de ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, moi, ce que j'en remarque surtout, c'est qu'ils ont une fausse perception des choses. Dans le sens que quand tu arrives, tu comprends réellement ce que c'est Joe Rogan. Tu sais que le gars est un hyper curieux. Fait que facilement, il est capable d'écouter un Kennedy, mais il est aussi facilement capable d'écouter le prof en question. Oui. Au test, je pense, quelque chose comme ça. J'ai oublié. On l'avait tantôt, là, Jerry, tu me le sortiras. Mais Oui, je vais le sortir. Mais il est capable, il va être curieux pour les deux, puis il va être capable d'animer de quoi de le fun. L'idée de faire un débat, c'est de dire, ben écoute, avec une belle tribune, on va s'assurer d'avoir beaucoup de monde au spectacle, d'une certaine façon, puis qu'il va être capable d'écouter les deux camps. L'argument principal pour refuser le débat de leur côté, c'est de dire, écoute, je suis prêt à aller... Les autres, ils disent, je suis prêt à aller en studio avec toi, jaser avec toi, mais pas débattre avec l'autre, parce que je ne veux pas donner de visibilité à l'autre.
L'affaire dans ce cas-ci qui est mal comprise de leur part, c'est que on n'est pas dans une situation que c'est la personne qui donne la visibilité à l'autre. La réalité, c'est que c'est Rogan, Kennedy, puis maintenant même Elon Musk qui lui donnent de la visibilité. Mm-hmm. Donc, si tu veux réellement combattre la désinformation, c'est pas avec ta petite clique d'anti-conspirationniste que tu veux le faire. Tu veux le faire avec le grand public. Ben là, tu es en train d'avoir un build-up de show, de débat, qui est tout simplement gigantesque, qui est bien fait, et qui va faire en sorte que tu vas avoir un énorme public devant toi. Pourquoi ils bug de leur côté? C'est qu'ils sont persuadés que cet énorme public-là est entièrement conspirationniste. Ouais. La mauvaise perception est là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu sais, c'est pas comme si c'était lui qui avait la méga réputation, qui était hyper connu, puis qui devrait partager son exposure à des gens qui en ont moins que lui. Dans cette situation-là, je pense que son argument, il se défendrait et dit non, je ne donnerai pas de visibilité à un faux discours. Mais là, il ne donne pas de visibilité à un faux discours. On lui donne de la visibilité pour essayer de clencher ce qu'il considère lui-même comme un faux discours. Fait qu'à ce moment-là, tu es dans une position qu'il y a tout à gagner à y aller. En plus de ça, il y a tout à perdre à refuser. Parce que la visibilité que le build-up a eue avec Rogan et Elon Musk fait en sorte que... Très important de rajouter que Elon Musk s'en est mêlé, Mark Cuban s'en est mêlé. Donc, ça a été une grosse discussion sur les réseaux sociaux ce week-end. Ça a été très, très, très bon. Mais moi, ce gars-là, je comprends son point. Il se trouve toujours des excuses pour y aller. L'excuse, tu l'as dit, c'est je ne veux pas donner d'importance à ce candidat-là, je ne veux pas donner d'importance, je ne veux pas aller parler à des anti-vax ou des conspis convaincus, j'ai rien à gagner, etc. Mais le gars est une sommité dans son domaine. C'est Peter Hotez. H-O-T-E-Z. Le gars, il est pédiatre. Il a fait une multitude de livres. Là. Vraiment, c'est un gars, Puis en plus, lui, c'est un spécialiste en vaccinologie. OK. Et en plus, professeur à Yale. Donc, le gars, si je compare le CV de Kennedy, le gars, il a tout ce qu'il faut pour puncher l'autre en dedans de 15 minutes. Ben oui. Mais il va pas pareil. Si, mettons, Kennedy a 50 000 abonnés, Rogan en a 100 000, puis Elon Musk en a 100 000, puis que ce monsieur-là a 1 million d'abonnés. On comprend son affaire. Je suis 100% d'accord avec lui, il fait bien de refuser. Oui. Pour vrai, mais là, c'est tout l'inverse. Là. Exactement. Là, il est dans une position où écoute, Joe Rogan, c'est le show. En plus, le build-up est parfait, il a tout à gagner. Et en refusant, il a tout à perdre parce qu'il a l'air du chicken qui dit de la shit. C'est ça le problème dans tout ça. C'est que probablement que c'est tout appuyé sur des affaires scientifiques, sa façon de penser, puis il doit être assez près de la vérité, le monsieur. Mais parce qu'il refuse l'invitation, sa crédibilité diminue. Mais c'est drôle pareil, parce que ce gars-là, il vient d'écrire un livre puis qui va être publié prochainement. Je pense qu'il va être publié. Il est en précommande présentement. The Deadly Rise of Anti-Science. Donc, lui, il écrit un livre sur les anti-sciences, les personnes, la montée, autrement dit. Ouais, tous ceux qui disent qu'un gars peut être une femme, là? Ouais. Non, pas eux autres. OK. Non, pas eux autres. Ouais. Mais c'est drôle, il aurait pu, en fait, vu qu'il veut sortir un livre, il va être disponible bientôt. Là. Il aurait dû venir justement parler. Il parle juste de ça, les anti-vaccins. C'est la base de son livre, là. Les anti-vaccins puis le monde bizarre. Elon Musk a dit, attends un peu, là, je veux juste te dire que moi, les vaccins, je suis pour ça. Je suis vacciné en entier, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus de vaccins que n'importe qui. Il croit aussi à la technologie qu'on a développée des derniers vaccins, sauf qu'il dit ça prend quand même un débat sur les vaccins qu'on a eus pour la COVID. En fait, pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit ça prend un débat sur la survaccination qu'on a faite. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que pourquoi on a vacciné des gens qui n'avaient pas besoin d'être vaccinés? Moi? Pourquoi on a forcé des gens? Ça, c'est surtout le bout qui est important dans cette histoire-là. Pourquoi on a forcé des gens à se faire vacciner? Parce que c'est ça qui s'est passé dans la plupart des démocraties. Ben oui. On a forcé des gens à faire quelque chose. Explique-moi une affaire. Je vois, en tout cas, je ne sais pas si c'est... Tu sais, c'est pas tous des gens que je suis, mais à un moment donné, Twitter te propose des affaires que quelqu'un suit, ou etc. Il doit te pousser des choses qui font jaser un peu partout sa boule.
Il y a en Angleterre, aux États-Unis, dans ces endroits-là, c'est peut-être anglo-saxon comme réflexe, mais contrairement à ce que nous ce qu'on fait, c'est qu'on a l'impression ici au Québec que l'histoire de la COVID, qu'on a vraiment, vraiment mal gérée à tous les niveaux, Si on faisait une étude de tragédie COVID, là, je veux dire de quoi on n'a pas la note de passage, c'est clair. Là, on est en bas de 30 %, c'est sûr. Mais comme le Québec est le spécialiste de mettre en dessous du tapis, de faire semblant que rien n'est arrivé, on a l'impression que le COVID, ça n'a pas... Mais les anglo-saxons, eux autres, ils veulent apprendre des erreurs. Ils ne veulent pas qu'on répète la prochaine fois qu'il arrive une affaire semblable à ce qu'on vient de faire. Donc, il y a une volonté de ne pas enterrer cette affaire-là au plus sacrant pour s'en débarrasser. Ils veulent aller au fond des choses. Ils savent qu'on s'est fait fourrer. Ils savent que l'origine qu'on nous a racontée au début, c'était de la bullshit. Ils savent qu'effectivement, les vaccins, pour une grande partie de la population, jamais on aurait dû les forcer à le prendre. Ils savent aussi que les vaccins n'ont pas été si performants. Moi, je regardais les chiffres en fin de semaine des morts pendant après toutes les périodes. Le nombre de décès n'a pas vraiment varié. Quand il y a eu des vagues, la même clientèle mourait, vaccinée ou pas. Il y a eu des... En fait, tu sais quoi qui est décevant avec les vaccins? C'est la chose suivante. Les incitatifs des compagnies pharmaceutiques, là, c'est ça qu'il faudrait remettre en question présentement. L'idée que les gouvernements achètent d'avance des millions et des millions et des millions de doses, là, ça n'a pas donné des bons incitatifs aux compagnies pharmaceutiques. Quand on nous présente la technologie de l'ARN messager, là, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce vaccin-là? On nous dit au fur et à mesure que le virus va muter, ça va être facile de changer le code génétique de l'ARN messager pour maintenir une efficacité vaccinale. C'était de même que ça a été vendu. C'est de même que ça a été vendu. Ça a été vendu comme ça, l'ARN messager, et je crois encore aujourd'hui que c'est à ça que ça sert. Le gros avantage de ce principe-là, c'est ça. Seule affaire, c'est que quand il y a des compagnies comme Pfizer se ramassent avec des dizaines de millions de commandes en province du Canada d'avance, peu importe les mutations qu'ils vont avoir, ben oui. tu as enlevé tout l'incitatif à avoir un vaccin efficace. Ils sont vendus d'office. Exact. Tu vas même forcer ta population à l'avoir, à l'obtenir. Tu n'as même plus besoin d'avoir une obligation de résultat. Puis quand tu arrives et tu regardes vraiment les chiffres, parce que j'ai quand même une bonne mémoire, puis je me rappelle d'avoir analysé les chiffres avec toi tous les jours, tu te rends réellement compte que l'efficacité vaccinale était facile à trouver tant aussi longtemps qu'on était dans le mode Delta. Puis la journée que ça a commencé à bifurquer vers Omicron, il n'y a plus rien marché. C'était fini. Puis il y avait plus de l'efficacité vaccinale qu'on voulait. Puis en plus de ça, je l'ai collé le 15 décembre 2021. J'ai été repris par la presse. Isabelle Haché, dans un texte de 23 décembre qui était pointé envers le patron de choix à cette époque-là, en disant que j'étais un danger en ondes parce que j'avais dit vacciné ou pas, d'ici quelques semaines, tout le monde va pogner la COVID. Et elle a trouvé ça terrible de dire quelque chose de même. Et finalement, 8 semaines plus tard, 3,5 millions de Québécois avaient pogné Omicron. Moi, quand tu regardes les chiffres vraiment froidement, là, si on avait commencé cette crise-là avec Omicron, là, il n'y aurait jamais eu de crise. Elle serait partie et réglée en même temps. Ben, c'est qu'on aurait interprété ça réellement comme quelque chose de très mineur. Donc, oui, il y a une maladie qui est ultra facile à pogner. J'ai un petit blanc sur le mot. Mais, transmissible, mais qui est tout simplement pas très dangereuse. Ouais. Mais on n'a pas décollé avec ça. On a décollé avec de quoi d'un peu plus épeurant. Qui était moins transmissible, mais qui frappait un peu plus fort les gens de 70 ans et plus. Mais on a créé c'est pas avec Omicron qu'on a créé la panique. C'était avec un virus qui était plus intense un peu. Mais ce virus-là, les vaccins marchaient contre lui. Mais à un moment donné, ce virus-là, il est disparu. C'était plus ça, le virus qui circulait. C'était Omicron. Ce que Marc Lacroix s'est entêté à nous dire, je ne sais pas combien de fois à Radio X, les virus vont généralement muter. Leur but, c'est pas de tuer leur... Mais non, ils veulent trouver des places pour vivre.
Exactement. Ils vont se transmettre plus, ils vont être moins dangereux. C'est ça, la vie normale d'un virus. C'est exactement ça qui s'est passé. Exactement ça. Il est obligé de s'excuser, de se mettre à genoux devant le collège des médecins. C'est quand même incroyable. Suite à une plainte d'un gars de Sortons les poubelles, ancien candidat QS de Québec. C'est une histoire affreuse. Mais je me reviens à mon débat. Mais juste avant, vas-y, hein. On a-tu vu sur Sortons les poubelles que Olivier, justement, a dépensé au-dessus de 80 000 $ en frais d'avocat? Oh, wow! Qui a payé pour ça? Ça, c'est pas dit. OK. Spécial, ça. Très spécial. Une fixation un peu folle pour essayer de faire planter un médecin quand tu es rendu à mettre quasiment... C'est probablement la plus grosse valeur qu'il a jamais eue. Parce qu'il est quand même... Je veux dire, c'est pas un richissime, c'est un sténographe. Là. C'est un sténographe qui se ramasse des fois dans des causes qui sont reliées justement à des choses que lui dénonce publiquement. Il y a souvent un conflit, donc il est obligé de se faire enlever des dossiers. Mais je veux dire, un sténo dans un palais de justice, ça ne gagne pas 150 000 par année. Là. Donc, comment il peut avoir réussi à trouver 80 000 $ pour essayer de donner des coups de jarnac dans la carrière de Marc Lacroix? C'est quand même spécial. Là. Il y a du monde puissant derrière. Moi, je pense que ça part beaucoup de QS et des syndicats. Là. Regarde, prove me wrong, c'est pas ça, mais d'après moi, c'est pas mal ça. Quand on dit que la gang des poubelles n'est pas brillante, là, pourquoi vous publiez cette information-là? Ben oui, ça, c'est bizarre. Là. Non, ils sont pas forts. Mais si je reviens à ça, là, si je reviens à ce qu'on a jasé au départ, le goût de jaser de ça, puis d'aller au fond des choses, puis nous, de faire du bruit alentour du réchauffement climatique, alentour de la Formule 1, de la prostitution, des feux de forêt, de ci, de ça, toutes les patentes qu'on peut trouver pour être sûr que jamais on est au fond des choses, pour régler cette patente-là et puis que plus jamais on se comporte comme on s'est comporté là. Parce que ce qu'on a créé avec la COVID, puis on le voit sur un paquet de décisions du gouvernement actuel, c'est des dirigeants de plus en plus autoritaires. Ben oui, parce que ce qu'il faut retenir avec cette histoire-là de la COVID, c'est la chose suivante. Notre hypothèse de base est fausse depuis toujours, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'analyser ce qui s'est passé pour de vrai de la bonne façon. Écoute, on nous fait croire que ce qui était important, c'était le lavage de mains, le masque et les vaccins. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc, tu es là, tu te dis, on va comparer le Québec aux autres provinces canadiennes. Qui est-ce qui utilisait le plus de masques et qui avait les pires amendes si tu ne l'utilisais pas? Le Québec. Qui est-ce qui avait les lois les plus coercitives en fonction de toutes les mesures d'hygiène? Le Québec. Qui est-ce qui est allé le plus loin dans les obligations vaccinales? Le Québec. Qui est-ce qui avait la population vaccinée la plus importante? Le Québec. Tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis le Québec a sacrifié beaucoup de cohésion sociale pour obtenir des résultats importants, pour être le meilleur au Canada. On était d'un pire. Donc, techniquement, on s'attend d'avoir les meilleurs chiffres en termes de décès parce que ce qu'on nous dit, c'est ce qui était important, c'était de se laver les mains, mettre des masques puis être vacciné pour éviter la catastrophe. On a été les meilleurs dans tous ces départements-là. On a sacrifié beaucoup de cohésion sociale pour avoir cette coercition-là. Et en bout de ligne, notre résultat est dans les pires. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de base, elle est fausse. Le test de la COVID, c'était un test d'infrastructure médicale. Est-ce qu'on avait les meilleures infrastructures médicales au Canada pour nos soins longue durée et pour nos hôpitaux? Est-ce que nos protocoles étaient adéquats? Est-ce qu'on avait suffisamment de personnel dans nos établissements? Est-ce qu'on avait suffisamment d'établissements de sécurité pour les endroits névralgiques où est-ce que les gens étaient réellement en danger? C'est sur ces critères-là qu'on a échoué de A à Z. On a fait venir l'armée d'un CHSLD, oubliez-le pas. Oui, ça, on ne peut pas oublier ça. Là. On a, sur tous les critères importants pour déterminer si des gens allaient mourir ou pas, on a été pathétique. On a été dans les pires. C'est eux autres, ces critères. Le test était un test d'infrastructure médicale. On a échoué. Personne n'en parle. Mais pourquoi ça? Mais que eux réussissent que la CAQ réussisse à jouer, puis à jouer de la baguette, puis à endormir le serpent. OK, ça, c'est leur game. Eux autres. C'est sûr qu'en réunion, ils se disent hey, ça, là, il faut enterrer ça. On a tellement été mauvais. On a tellement été dur. Il faut essayer de jouer. Mais encore là, ils ont des relents. L'histoire de l'avortement, l'histoire des règles qu'ils mettent un peu partout, Airbnb, les ci, les ça. C'est devenu un gouvernement hyper autoritaire depuis la COVID. Mais ils essayent de jouer la game comme si c'était pas arrivé. Mais comment ça se fait qu'ailleurs, les gouvernements font ça aussi ailleurs, peut-être pas de la même manière, mais ils le font. Mais le monde veut savoir. Les gens cherchent
d'abord à être certain que ça n'arrive plus. Deuxièmement, de dire, hey, on n'a pas la note de passage. Ça n'était pas un beau moment dans notre société, dans notre histoire. C'est dégueulasse ce qui est arrivé. Il faut apprendre de ça. Il faut aller au fond des choses. Les Québécois, des fois, me font capoter. Le monde me fait capoter. On a déjà été de même. Rappelle-toi, le viaduc de la Concorde s'effondre. Il y a eu une enquête publique. Tous les inspecteurs sont partis vérifier toutes les patentes à la grandeur du réseau. Oui. Il y a eu une conscientisation que nos infrastructures faisaient dur. On a budgété des gros budgets pour mettre ça coche un peu. Tellement que une des raisons pourquoi le Québec, la crise économique en 2008 a été un peu moins pire, c'est que le fonds, les fonds d'infrastructure avaient été débloqués avant. Oui. Ça avait absorbé un petit peu le choc de la crise de 2008 de notre côté. Je dirais pas de la pure chance parce que c'est vraiment pas les bons mots. Il y a des gens qui sont morts dans la Concorde, mais vous comprenez un peu l'histoire. Oui, je comprends très bien. Mais on a marqué l'imaginaire des gens. Et éventuellement, il y a eu enquête. Éventuellement, il y a eu action du gouvernement. Ce qui me fait freaker out avec la COVID, c'est qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience-là. Non. On a eu un échec retentissant. Notre infrastructure médicale a été prouvée comme étant négligente et désuète. Puis malgré tout ça, on finit ça avec aucune enquête publique et on finit ça avec aucun changement de mentalité. On nous dit qu'on va nous faire des réformettes au niveau de Christian Dubé. Tous ceux qui avaient des seringues, tous ceux qui attaquaient des gens comme nous, c'est eux qui, à peu près 8 mois, presque 1 an, nous disent « Passez à autre chose, on est rendu ailleurs ». Mais comment on peut être si bizarre de même? Au contraire, les gens, eux, ils se sont trompés. Eux, ils ont attaqué du monde, finalement, ils se sont trompés aussi, eux autres aussi. Mais, je veux dire, ultimement, ça touche tout le monde. Même eux autres, là, qui étaient des défenseurs, se sont dit « Hey, je veux ça t'avoir. » Mais ils devraient être les premiers insultés de ce qui s'est passé. « Hey, j'ai embarqué avec toi, je t'ai suivi, j'ai attaqué des gens que je pensais qu'ils étaient une gang de coucous. Finalement, les coucous ont l'air plus brillants que nous autres. Tu m'as fait passer pour un cave, je t'en sacrement, je veux qu'on aille jusqu'au fond des choses pour plus que ça arrive. » Ben non, c'est les premiers à ne pas vouloir. Le meilleur driver de changement, généralement, pour les gens, c'est la peur. Ce qui est fréquent dans cette histoire-là, c'est qu'on sort de l'épisode pandémique avec une des populations les plus vieilles au Canada, qui a prouvé devant l'international qu'il y avait un des pires infrastructures de santé au monde, parce qu'on n'a pas toffé, on n'a pas été capable de supporter les quelques... Tu sais, la COVID, là, quand tu regardes les chiffres bruts, puis tu as tout ça sur le tableau de bord du ministère, là, c'est pas réjouissant comme époque, là, parce qu'on faisait moins d'interventions. Il y avait moins de séjours à l'hôpital pendant ce temps-là. Là. Oui. Le système n'a pas été surchargé. On nous dit que le système a été surchargé. Il n'a pas été surchargé. Il y avait moins de staff. Il y avait moins de staff dans le système. Oui. Mais le système n'était pas surchargé. Au contraire, on soignait moins de monde. Les opérations étaient retardées à pu finir. Il ne se passait plus rien à l'hôpital. Ce qui est fréquent dans cette histoire-là, c'est que enlève toutes les affaires. Il y a eu une guerre chez les masques, les vaccinés, les pas vaccinés. Cette guerre-là a eu lieu. Mais en bout de ligne, là, si j'étais un boomer demain matin, mon système de santé me ferait peur. Ben, moi, il me fait peur. Moi, je suis un X, il me fait peur en jouant le vert. Ben, tu sais, une des raisons à cette heure, c'est... tu sais, moi, je suis rendu trop loin. Là. Finir ici ou ailleurs, ça ne change plus rien. Il me reste peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 5. Mais je veux dire, quand je vais avoir besoin de l'hôpital, il y a une chose est sûre, c'est que ce qui me fait peur, c'est que je sais que je ne serai pas soigné. Je sais que je vais être sur une liste d'attente. Je sais que ça va être l'enfer. Je sais que ça va être tout croche. Je sais qu'ils vont perdre des examens que j'ai faits 2 semaines avant. Je n'aurai pas de téléphone qui va sonner parce que finalement, en rappelant, ils se rendent compte que les papiers sont disparus et tout est plus là. Mais les boomers, ils braillent, les boomers. Mais quand ils sont dedans, c'est ça l'histoire. Là. Quand ils sont dedans, ils braillent. Mais en ce moment, les autres qui ne sont pas à l'hôpital, qui n'ont pas besoin de l'hôpital, les autres, ils s'en foutent. Ils s'en sacent. Mais quand ils sont dedans, ouais, là, telle affaire. Ah oui, là, telle affaire. Là, ils n'aiment pas ça. Là. Ils sont faits de même. Moi, j'ai pas de misère à dire, autrement dit, les morts en CHSLD qui sont excédentaires. Là. Ben, c'est quoi la différence entre eux autres puis ce qui est arrivé au viaduc de la Concorde? C'est des gens qui ont été sacrifiés par la négligence d'un système. Exact. Mais au lieu d'être 5, ils sont 6600.
Je veux dire, le nombre, ça a un impact, là. Je veux dire, le 11 septembre, il y a 3 morts, puis le 11 septembre, il y a je ne sais pas combien de milliers de morts. C'est toute une différence. C'est, à un moment donné aussi, l'impact du nombre de morts fait que ta réponse ou la manière que tu vas réagir va avoir. Tu vas faire de quoi, là? Regarde, moi, je pense qu'on l'a enterré plus vite. Puis j'aime voir les débats sur. Je finis avec ça, mais j'aime voir ce que Joe Rogan a fait en fin de semaine. J'aime ce genre d'entrevue-là. Mais qu'on soit d'accord au complet, qu'on soit d'accord à 80 qu'on soit d'accord à 20 c'est pas important. C'est qu'il y a des discussions, il y a des gens qui veulent aller au fond des choses avec ça, il y a des gens qui sont prêts à soulever, à créer des débats, etc. Ça, c'est très sain parce que ça va un peu nous amener sur le chemin de la prochaine crise, qui risque d'être pas mal plus proche qu'on pense, parce qu'ils réussissent maintenant à créer des crises avec presque rien. Donc là, maintenant, ils savent comment faire. Moi, j'ai l'impression que c'est très sain ce qui se passe. Malheureusement, le Québec agit encore en genre d'ado retardé, boutonneux, qui veut faire semblant que rien n'est arrivé, puis ça m'énerve. Te rappelles-tu du combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather? Oui, très bien. Tu sais, c'était un flop, ce combat-là, comme tel. C'était de la merde, là, mais c'était tellement un gros build-up qu'il y avait une passe d'argent incroyable à faire là-dessus. La seule raison pourquoi Floyd Mayweather accepte ce combat-là, qui était merdique, hein, dans un sens, là, c'est que McGregor amenait suffisamment de viewership pour dire « Écoute, il y a peut-être une pièce à faire, finalement, j'accepte. » Mais là, tu es dans une position où est-ce que Mayweather, là, c'est pas le docteur. Le docteur, c'est comme le petit McGregor qui pousse puis qui essaie d'aller chercher une paye normalement. Ben oui. Il se fait offrir le combat par Mayweather. Ah non, il se fait donner une tribune extraordinaire. Lui, il peut sortir de là gagnant, puis il peut juste gagner. Il peut quasiment juste gagner. D'abord, il est équipé comme ça se peut pas. On dirait, écoute bien, le gars a tous les diplômes inimaginables. Le gars a une connaissance incroyable. Ce que Kennedy, il a des connaissances, puis il a fouillé, puis il a ses bebelles, là, mais je veux dire, il n'a pas les diplômes de l'eau. Il me semble que c'est c'est un no-brainer d'aller là. C'est un no-brainer. Yann Sénéchal, merci. Bonne semaine de Saint-Jean. Puis on t'écoute sur... pas trop fort, la musique, pas trop fort. On écoute Yann sur son podcast avec Frank. Et si vous avez besoin de Yann, ben, c'est votre conseiller.net pour notre ami Yann Sénéchal.